D'accord. Bonjour. Je m'appelle Adam Atlas et je suis vice-président du Musée de l'Holocauste de Montréal. Nous vous remercions vivement d'être parmi nous aujourd'hui pour la publication de l'ouvrage exceptionnel et essentiel Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter, en compagnie de Roger Feinzelberg et Alexandre Band. Nous tenons à remercier nos partenaires, la Bibliothèque publique juive et les éditions du Seuil, qui ont rendu possible cet événement. Au Musée de l'Holocauste de Montréal, notre mission est de sensibiliser des publics de tout âge et tout horizon à l'histoire de la Shoah, tout en contribuant à la préservation de la mémoire et de la dignité humaine. Des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont essentielles à cette mission, surtout à une époque où les voix des survivants se raréfient et où le déni, comme la distorsion, continue malheureusement de persister. Ce livre remarquable met en lumière les journaux intimes d'Alter Weisselberg, écrits peu après la guerre, entre 1945 et 1946. Comme nous le découvrons aujourd'hui, Alter a été emprisonné à Auschwitz-Birkenau d'avril 1942 à janvier 1945 et a été contrainte de servir pendant 18 mois dans le Sonderkommando. Très peu de membres du Sonderkommando ont survécu. Très rares sont ceux qui ont laissé des témoignages écrits. Cachés pendant des décennies dans une boîte à chaussures, ces écrits ont finalement été découverts par le fils d'Alter, Roger Feinzelberg, qui a entrepris le travail minutieux de les transcrire et de les traduire et de les contextualiser avec l'aide de l'historien Alban Perrin. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui nos invités spéciaux, Roger Feinzelberg est le fils unique de Régine et Alter. Né en 1947, il a vécu sa jeunesse à Montmartre. Engagé dans l'action politique et sociale, il a été maire de Sèvres et conseiller régional d'Île-de-France. Ancien élève de la prestigieuse École nationale d'administration, il a contribué au développement de la télévision en Afrique avant d'être nommé directeur général de l'œuvre de secours aux enfants. Il est actuellement membre du comité directeur du Fonds social juif unifié, membre du conseil d'administration de l'Union des déportés d'Auschwitz et vice-président de la Maison de la culture yiddish de Paris. Roger dialoguera avec Alexandre Bond, spécialiste reconnu de l'histoire de la Shoah et de l'antisémitisme. Alexandre est docteur en histoire, professeur du lycée Janson de Sailly, intervenant à Sciences Po Saint-Germain en Laye et au Mémorial de la Shoah. Il est également membre de la commission d'enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et chargé de mission auprès de l'Union des déportés d'Auschwitz. Il a co-dirigé la nouvelle histoire de la Shoah, parue chez Passé Composé en 1920, en 2021. Il est également auteur d'Auschwitz 1945, publié en janvier 2025. Il a co-dirigé l'histoire politique de l'antisémitisme en France, 1967 à nos jours, chez Robert Laffont, publié en 2024. Merci à tous pour votre présence à cette importante conversation. Roger et Alexandre, je vous cède la parole. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, chers amis canadiens et québécois, d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'intervenir devant vous. Merci au Musée mémorial de l'Holocauste de Montréal d'organiser ce beau moment d'échange avec Roger Fajinberg, que j'ai l'honneur de vous présenter et qui se présentera lui-même dans un instant en complément de ce qui vient d'être fait. Mon rôle aujourd'hui est d'essayer d'organiser l'intervention de Roger autour de
questions dans le laps de temps dont nous disposons. Et la première de ces questions, tu vas le voir, Roger, est relativement large, mais elle va permettre, je pense, pour les auditeurs et ceux qui sont aujourd'hui en ligne avec nous, de poser un petit peu la question de la trajectoire de ton papa, Alter, et de revenir sur quelques idées forces en précisant en quoi cette trajectoire d'homme, qui a été celle d'Alter, est tout à fait exceptionnelle. Sachant que, et je précise à l'avance, qu'on aura l'occasion de revenir sur ce que disait monsieur il y a un instant, c'est-à-dire sa trajectoire de Sonderkommando à Auschwitz. Mais d'une manière générale, ce livre présente plusieurs points essentiels dans la connaissance de l'histoire et de la mémoire de la Shoah, dans la connaissance de l'histoire d'Auschwitz. Mais au-delà de ça, la personne de ton père, en quoi peux-tu dire, toi, en quelques mots, qu'elle pouvait être exceptionnelle? Voilà. Merci Alexandre. Je voudrais tout d'abord remercier Adam et Kate qui sont les chevilles ouvrières de l'organisation de ce moment organisé par le Mémorial, Holocaust Mémorial de Montréal. Et je vous remercie toutes et tous très sincèrement d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je commencerai par dire que ce dont on parle et ce dont on va parler, ça n'est pas d'un roman, ça n'est pas une fiction. Euh, Moi, je ne suis pas écrivain. Ce que je vous propose, c'est d'abord et avant tout de parler du témoignage de mon père et qui a ceci d'exceptionnel par rapport aux autres textes qui ont pu être écrits par des survivants d'Auschwitz ou des autres camps d'extermination. C'est que mon père a été déporté dans le premier convoi parti de France en mars 42, le 27 mars 42. Et quand on dit cela, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à Auschwitz à un moment où Auschwitz n'était pas encore le camp d'extermination, n'était pas encore, je dirais, le Auschwitz-Birkenau qu'il est devenu par la suite. Et ce qu'il raconte, c'est aussi cette évolution de ce camp et la manière dont les nazis ont industrialisé l'œuvre de mise à mort des populations juives. Et cela, si vous voulez, c'est assez rare. De la même manière, et tu le disais Alexandre à l'instant, mais on en parlera plus tard, comme tu le proposes, il a été pendant 18 mois dans le Sonderkommando de Birkenau, c'est-à-dire en plein cœur de la machine de mise à mort des Juifs. Alors, c'est cela qui fait la particularité de son document, de ce texte qu'il a écrit dès quasiment qu'il est sorti d'Auschwitz, puisque ça a été écrit quand il est revenu en France entre septembre 45 et le printemps 46, donc immédiatement après, et que il l'écrit en tant que témoin qui veut raconter, parce que lui, ce qui l'a motivé pour survivre, pour tenir le coup, c'est qu'il s'est dit dès le début, l'Allemagne nazie sera vaincue, l'armée rouge l'emportera, il faut qu'il y ait des survivants qui racontent, qui expliquent, qui dénoncent, qui pointent du doigt quels étaient les plus affreux des tortionnaires nazis. Et je crois que c'est cela, si vous voulez, ce besoin de survivre pour raconter, pour témoigner, qui explique qu'il est réussi en dehors, bien sûr, de deux autres facteurs. D'abord, j'irai la chance. Il faut avoir eu de la chance à Auschwitz pour survivre. On pouvait être mis à mort à tout moment. Et puis, il fallait aussi la force physique, la santé, pouvoir survivre aux privations, à la malnutrition, aux maladies, aux épidémies, aux blessures qui ne se soignaient pas. Donc tout ça, il en a eu la force, mais par-delà ces deux éléments, je dirais assez généraux, il y avait cette volonté, cette croyance qu'ils allaient s'en sortir
et qu'il fallait être là pour raconter. Dans cette trajectoire justement dont tu parles et qui l'a propulsé vers ce lieu absolument incroyable qui fut à la fois camp de concentration, centre de mise à mort et dont il a traversé une partie importante de l'histoire, ton papa, disais-tu, a été arrêté et a été déporté le 27 mars 42 depuis la France, c'est-à-dire depuis le camp de Drancy et via la gare du Bourget. Est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs ce que faisait ton papa en France? Et ce qu'on sait de son arrestation ou ce qu'il en a raconté, et des raisons pour lesquelles, au moment où il est arrêté, il n'est pas immédiatement déporté. C'est important peut-être pour recontextualiser le moment de son arrestation et de son départ. Voilà. Oui, c'est un point important parce qu'effectivement, mon père est né en Pologne, dans un petit village, dans un petit shtetl à côté de Varsovie. Il a vécu à Otwock, que si quelques personnes connaissent ce village à 27 kilomètres de Varsovie. Et parce qu'il était militant politique, très engagé depuis son enfance, il a fait le choix en 1937 de partir combattre en Espagne, dans les brigades internationales, dans la brigade polonaise. Et là, lorsque Franco et les putschistes ont gagné, ont pris le pouvoir, les républicains espagnols et les brigades internationales ont été repoussés vers la frontière française, où ils ont pu traverser et accueillis dans des camps d'internement. Et là, il est resté pendant près de 2 ans dans les camps d'internement du sud de la France, Rivesaltes, Saint-Cyprien, Argelès, Gurs. Ce sont des noms connus. Et ce qui s'est passé entre 39 et 41 et qui est important, c'est que la France a été vaincue, que Pétain, que les collaborationnistes ont eu le pouvoir, et que donc les gendarmes qui gardaient le camp avaient des instructions qui n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'auparavant, et qu'il y avait dans l'administration française la décision d'emmener tous ces brigadistes internationaux qui étaient restés dans les camps dans de nouveaux camps d'internement en Algérie, dans le sud de l'Algérie, pour construire des routes et des chemins de fer. Et ça ne lui a pas plu parce qu'il s'est dit déjà que je suis dans un pays pas très connu par moi, mais aller en Algérie, on va nous tuer, on va nous liquider là-bas. Et donc, il a fait le choix d'accepter de travailler à ce qu'on appelle la construction du mur de l'Atlantique, donc tout le long de la côte française, où les entreprises allemandes construisaient des forteresses militaires pour les sous-marins, pour les troupes allemandes. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Il avait pris un nom d'emprunt qui n'était pas un nom juif, Stanislas Jankowski, et un jour, il a dû se disputer avec cet homme-là qui lui dit, toi, tu n'es pas Stanislas Jankowski, je te reconnais, tu es Alter Feinsilberg et tu es juif. Et donc à ce moment-là, mon père, puisqu'à ce moment-là, dans ce camp, ils étaient sous le contrôle allemand, mon père prend la décision de s'enfuir du camp et de rejoindre Paris, où il avait des contacts, je dirais, dans la résistance, dans les débuts de la résistance française. Et un jour, ils ont un rendez-vous, lui et un autre déporté ancien des brigades, Shimon Zaïdov. Ils ont rendez-vous pour récupérer pour mon père des faux papiers d'identité. Une erreur claire, c'est qu'il donne ce rendez-vous à 9 heures le matin. Et Paris, à ce moment-là, où tous les jeunes hommes étaient sur le front, étaient dans l'armée, étaient dans les camps de prisonniers, sont vite repérés et des policiers leur demandent leurs papiers. Et mon père n'avait pas de papiers. Et donc il se fait arrêter. On lui demande ses papiers, il n'en a pas, il commence à le battre et à un moment donné, il est bien obligé de dire qu'il était juif. Et donc, la police française, apprenant qu'il est juif et qu'il n'a pas de papiers, décide de l'envoyer à Drancy. Drancy qui venait, je dirais, à peine de s'ouvrir, hein. Drancy, c'est un camp d'internement à côté de Paris, ça venait à peine de s'ouvrir depuis un mois. Et de Drancy, quelque temps après, il est envoyé à Compiègne, qui est un autre camp d'internement. Et pour des raisons, je dirais, de répression, les Allemands, début 42, décident de déporter un premier convoi
d'un millier de Juifs vers l'Allemagne, pris sur Drancy et sur Compiègne. Et mon père se retrouve dans ce premier convoi partant le 27 mars 1942, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est ça qui est très intéressant et que tu rappelles fort bien et qui est important pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que dans cette France de l'année 1941, les déportations massives n'ont pas commencé. Et que ton Non, papa, contrairement à d'autres réfugiés juifs polonais, n'a pas choisi la France dans les années 30, au moment où la Pologne a connu une forte poussée de l'antisémitisme, mais est passé via l'Espagne. Et au départ, sa trajectoire, elle l'emmenait en Espagne, et il est arrivé en France un peu par hasard, en ayant été chassé avec les autres républicains espagnols. Et donc, peut-être que tout le monde n'a pas en tête la chronologie, mais quand il est arrêté au mois de septembre 1941, les rafles dans la région parisienne où se concentraient avant la guerre plus des trois quarts des Juifs vivant en France, ont commencé. Il y a eu une première rafle dans le courant du printemps 1941, celle qu'on appelle la rafle du billet vert, une autre au mois d'août 1941, et au-delà de la troisième rafle qui apparaîtra, qui aura lieu en décembre, celle dite des notables, les arrestations, comme tu le dis avec le cas de ton papa, sont ponctuelles. Et moi, en tant qu'historien, ce que je trouve très intéressant dans cette première phase, avant même sa déportation à Auschwitz, c'est de se rendre compte que dans le processus de répression dont les Juifs de France sont victimes, majoritairement étrangers, mais parfois juifs français, ils sont la cible d'arrestations préventives, c'est-à-dire de la part d'une Gestapo, d'une police et d'une police française et allemande qui prend des otages. D'ailleurs, sachant qu'à Drancy, certains de ces otages juifs et communistes sont fusillés régulièrement au Mont Valérien, par exemple, et que pour l'histoire de la déportation des Juifs de France, qui commence vraiment le 27 mars 42 et dont ton papa est une des victimes, on est vraiment dans un contexte historique très particulier et que le grand public n'a pas toujours en tête parce que le grand public reprend et que entre son arrestation septembre 41 et après je repose ma seconde question, t'inquiète pas, et le mois de mars 42, il y a quand même eu la décision de Wannsee à Berlin, qui fait que même si le premier convoi qui part, d'ailleurs, part avec du retard, parce que bon, je rentre pas dans le détail historique, mais l'administration nazie a pris du retard dans ce départ de convoi depuis la France, se produit un phénomène important, c'est le premier grand convoi à partir d'Europe occidentale, transportant des juifs, hein, 1114 personnes, tous des hommes, sans qu'il y ait, et on va y revenir à ce moment-là, de sélection. Car justement, quand ton papa arrive sur le site d'Auschwitz, c'est-à-dire sur la rampe, à 500-700 mètres de l'entrée de Birkenau. Birkenau a commencé tout juste à être construit par les prisonniers de guerre soviétiques quelques mois auparavant. Et est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, avant de devenir Sonderkommando ou d'intégrer ce Sonderkommando, d'après ce qu'on en sait, d'après ce qu'il a raconté et les autres témoignages, à quelle tâche il a été affecté? Plus ou moins, oui, c'est-à-dire. Voilà. cette contextualisation que tu fais, Alexandre, est tout à fait essentielle pour bien comprendre le processus. En fait, il arrive à Auschwitz avec Birkenau qui est encore tout petit. L'essentiel, c'est le camp des bâtiments en briques rouges que l'on connaît sur les images et les photos, qui est un ancien casernement militaire. Il y a à ce moment-là, quoi, 6 à 8 000 déportés, internés, je dirais, pas plus. Et ces internés, ce sont avant tout des Polonais, des démocrates polonais, des antifascistes allemands, des premiers soldats soviétiques capturés sur le front à partir de juin 1941, et des juifs, mais des juifs qui ne sont loin d'être le plus nombreux dans ce camp. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et puis, tu le disais, ils ne sont pas sélectionnés entre ceux que l'on met à mort immédiatement et les autres. On les envoie tous au travail parce que, je dirais, les Allemands avaient besoin à ce moment-là de bras pour travailler et ils ne choisissent pas, ils font travailler tout le monde. Et ils font travailler tout le monde d'une manière telle que il y a des hommes jeunes, il y a des hommes plus vieux, parfois même âgés. Au bout de 6 mois, 90% des déportés du premier convoi ne sont plus là, sont morts d'épuisement, de fatigue. Donc, il faut savoir ça. Alors, quelles sont les tâches qu'on leur confie? Dans un premier temps, mon père fait partie, puisque sa formation initiale, c'était d'être charpentier en Pologne, fait partie de ceux qui sont chargés de construire
des meubles, des tables, des paillasses pour dormir, et de participer à la construction de ces baraques de bois qui se multiplieront et qui donneront, je dirais, le Birkenau qu'on connaît à la fin. De là, on l'enlève de Birkenau pour le rapatrier sur Auschwitz. Et à Auschwitz, on l'affecte assez rapidement à un commando qui travaille dans le crématorium d'Auschwitz. Que je distingue et qu'il faut distinguer des crématoriums qui seront construits après, je dirais, industriels. Là, il s'agit d'un crématorium, comment dire, sanitaire, pour faire brûler les corps de ceux qui meurent naturellement ou presque naturellement. C'est pas un crématorium d'exécution, de mise à mort. Donc on l'affecte à cela pendant quelque temps, et puis ensuite on lui dit euh, qu'on va l'affecter, qu'on va l'envoyer à 120 km d'Auschwitz, travailler dans une usine, parce qu'il faut rappeler aussi à nos auditeurs que Auschwitz, ce n'est pas seulement le camp, c'est un certain nombre d'excroissances qui vont jusqu'à 120, 130 km et qui dépendent d'Auschwitz en tant que pour les déportés, et qu'on va l'envoyer là-bas dans une usine à chaussures pour pour fabriquer, pardon, des chaussures pour la marque Bata. Bon, il s'attend à partir à 120 km pour des chaussures, et puis au lieu de 120 km, il s'arrête 4 km après Auschwitz, et là il se retrouve à Birkenau, dans un endroit qui est totalement isolé de tout, fermé par des hauts murs, et on leur explique que leur mission désormais, ça sera celle de faire partie du Sonderkommando. Et ce Sonderkommando, je décris la mission en quelques instants. Il s'agissait de sortir les cadavres de ceux qui avaient été mis à mort en par le gaz dans les chambres à gaz. Et je rappelle que plus de 85% des déportés qui arrivaient à Auschwitz par les différents convois, par les trains, ne rentraient jamais dans le camp et dans les blocs et dans les bâtiments. Ils étaient immédiatement envoyés à la mort au moment de la sélection, où les Allemands, vous savez, envoyaient les uns à gauche, les autres à droite. D'un côté, ceux qu'ils estimaient aptes à pouvoir travailler, et les autres, les femmes, un certain nombre de femmes, les enfants, les vieux, les personnes qui avaient l'air chétives, on les envoie immédiatement à la mort. Donc, le début de fonctionnement des chambres à gaz, on assassine, et le rôle des membres du Sonderkommando, c'est de sortir les corps de la chambre à gaz, de les dépouiller de ce qui reste encore éventuellement d'objets de valeur sur eux, c'est-à-dire principalement les dents en or, les dents en métal, quelques bijoux qui resteraient éventuellement, qui auraient échappé, je dirais, aux fouilles et d'avant. Et puis, malheureusement, chose terrible pour les femmes, les raser, puisque contrairement aux autres camps d'extermination, à Auschwitz-Birkenau, les femmes n'étaient pas rasées avant d'aller dans la chambre à gaz, mais après, puisqu'on leur faisait croire l'illusion qu'en fait elles allaient prendre une douche, qu'on leur donnait un morceau de savon, et qu'après il y aurait du café pour les réchauffer, etc. Alors ça, on le sait pourquoi, parce que les monceaux de cheveux qui ont été retrouvés étaient empreints du gaz cyclone B. Donc on savait que ces cheveux étaient rentrés, je dirais, sur les corps vivants dans la chambre à gaz. Donc on les sort de là, on les dépouille de tout, et ensuite les Allemands veulent faire disparaître les corps. Donc dans un premier temps, quand tous les crématoires n'étaient pas construits et en ordre de marche, ce sont des fosses communes, des charniers dans lesquels on jette les corps, on les brûle, on les recouvre de chaux vives, et puis ensuite, c'est les fours crématoires, je dirais les quatre grands complexes de crématoires 2, 3, 4 et 5. Mais quand je dis crématoire, c'est pas un four par crématoire, c'est entre 6 et 15 fours
dans chacun des crématoires, et donc capable d'absorber des centaines et des centaines et des centaines de corps, et ensuite, naturellement, de sortir les cendres de ces déportés et de répandre les cendres soit autour du camp de concentration, soit de les jeter dans les deux rivières qui passent à côté d'Auschwitz, et notamment de la Vistule qui passe à quelques kilomètres à côté. Et ça pendant 18 mois, et sans pouvoir sortir de ce lieu, et dans des brigades qui travaillaient 12 heures par jour. Le crématorium d'Auschwitz, le Sonderkommando, c'était deux équipes fonctionnant en roulement 12 heures l'une après l'autre pendant 24 heures. Et en fonction du nombre de convois qui arrivaient liés à la guerre, liés aux destructions des ghettos et de toute une série d'autres aspects, le nombre de convois n'était pas toujours le même. Il y a des périodes où il y avait plus de convois et des périodes où il y avait moins de convois. Et que faisaient les Allemands avec les membres du Sonderkommando? Quand ils n'avaient plus besoin d'eux pour effectuer cette tâche mortifère, macabre, ils ne les envoyaient pas ailleurs, ils ne les renvoyaient pas dans le reste du camp pour faire d'autres choses. Non, ils les exécutaient parce qu'ils ne voulaient pas que ces hommes puissent raconter ce qui se passait dans le secteur de la mise à mort. Et donc, ils les tuaient, ils les liquidaient régulièrement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a dans l'idée que les membres du Sonderkommando étaient tous destinés à mourir, je dirais, pendant cette période. Mon père, lui, a eu cette chance de tenir le coup pendant 18 mois. Et comme quelques-uns, il en est revenu. Oui, c'est ça qui est très intéressant dans la trajectoire de ton papa, parce que nous qui travaillons, enfin quand je dis nous, je parle pas de moi à la préparation du pluriel, mais les historiens qui travaillons depuis plusieurs années sur le sujet connaissons d'autres témoignages des Sonderkommando. Ils ne sont pas pléthoriques, mais on pense à Philippe Müller, on pense à Gradowski, à ceux qui ont le temps d'enterrer les fameux rouleaux sous le sol d'Auschwitz. On peut penser également à Marcel Nadjari, dont le témoignage a été transcrit il n'y a pas longtemps. Mais Ouais, justement, et ce qui est très intéressant pour les futurs lecteurs de ton livre, parce que c'est là où la conférence peut avoir du sens pour eux également, c'est de se rendre compte que ce témoignage présente cette particularité-là de proposer l'angle de vue d'un Sonderkommando sur un temps très long et qu'il permet de voir les évolutions du système exterminatoire de Birkenau. Moi, j'avoue que qui pensait et qui connaissait un certain nombre de choses sur le sujet, j'ai continué à en apprendre et à avoir des informations et des confirmations. Et donc, deuxième chose que tu viens de dire est important, c'est que les Sonderkommando étaient éliminés en fonction des besoins de la SS, mais que ton papa, visiblement, a dû, et ça c'est important aussi, faire partie de ceux qui étaient considérés comme étant des sachants, ceux qui savent faire cette terrible tâche, et dont ils avaient également besoin de conserver une forme de, c'est terrible à dire comme expression, mais une sorte de savoir-faire au gré absolument. des rythmes, en particulier durant l'été, printemps-été 44, où arrivent entre 7 et 10 000 juifs hongrois chaque jour sur Birkenau, et où le processus d'extermination atteint des comportements qui ressemblent presque à ceux d'une entreprise industrielle, quoi. Voilà, donc sur ce point, il y a une particularité. Et dans la trajectoire des Sonderkommando, avant qu'on parle un petit peu d'autre chose, je voulais terminer sur ce point. Ton papa a eu cette particularité d'être présent au moment de deux événements importants. Il y en a un qui l'évoque peu et un autre qui l'évoque davantage, qui est celui, d'une part, dans l'ordre chronologique de la prise des photos, celui dont il parle, cette fameuse quatre clichés qui sont célèbres, tout au moins pour ceux qui connaissent l'histoire de Birkenau, mais peut-être pas pour tous nos auditeurs. Et deuxièmement, il a été également présent dans les Andorre-Commando, tout au moins il était présent sur site, même s'il en parle peu, au moment de la révolte du 7 octobre. Et je trouve que par les temps qui courent, puisque vous disiez, monsieur, en introduction, que les temps étaient parfois compliqués, rappeler qu'à Birkenau, au cœur de ce qui a été un des pires enfers de la Seconde Guerre mondiale, des gens ont tenté de résister, dont ton papa, ça me paraissait important d'en dire deux mots. Voilà. Alors, tu as tout à fait raison, Alexandre, d'insister sur ce point, parce que dans ma vie, j'ai trop souvent rencontré l'idée que les Juifs avaient décidé d'aller comme des moutons à la mort et Ouais. qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Je dirais, on parle bien sûr du ghetto de Varsovie, de la fin héroïque des combattants du ghetto, mais on ne parle pas de beaucoup de choses d'autres. Or, ce que l'on sait maintenant, et mon père le raconte pour ce qui est d'Auschwitz-Birkenau, il y a eu, je dirais, il y a eu la volonté de se révolter dès que ça a été possible,
Mais dès le début, il y a eu la volonté de se soutenir et de s'entraider. Et l'entraide, elle s'est faite par groupe, si vous voulez. Ils ne se connaissaient pas tous, les déportés. C'était énorme à Auschwitz-Birkenau. Et donc, ils se sont reconnus par affinité. Mon père, qui avait été un ancien d'Espagne, a rapidement reconnu un certain nombre de ses anciens camarades d'Espagne. Ils se sont entraidés dans un premier temps. D'autres déportés, ayant un autre parcours, se sont aussi reconnus et entraidés. Et dans un premier temps, je dirais qu'ils se sont méfiés les uns des autres. Ils se sont méfiés les uns des autres parce que les Allemands faisaient tout pour opposer les déportés les uns entre les autres, les nationalités entre eux, les juifs slovaques contre les juifs polonais, les juifs polonais contre les juifs venus de France. Donc ils ne se connaissaient pas, ils avaient peur qu'il y ait au milieu d'eux des mouchards, des gens qui, pour un morceau de pain, auraient été prêts à les dénoncer. Et il y a eu des choses comme celle-là. Donc, dans un premier temps, on s'entraide. Et puis petit à petit, on s'organise. Et on s'organise et on se rassemble en fonction des différents secteurs du camp. Et est née à la fin 43 une organisation de résistance commune au camp qui donnait des instructions et des orientations aux uns et aux autres. Et mon père a fait partie, comme ancien d'Espagne, je dirais, de cette organisation. Et à un moment donné, l'organisation qui avait essayé de faire évader des déportés, mais ça n'avait pas marché, ils avaient été repris, se dit, si on veut faire connaître à l'extérieur ce qui nous arrive, il faut qu'on prenne des photos. Et là, la décision a été prise de récupérer, par l'intermédiaire de déportés d'autres secteurs, un appareil photo dans ce que l'on appelle le Canada, c'est-à-dire d'un nom un peu dérisoire, l'entrepôt dans lequel les Allemands entreposaient tout. Il y avait des monceaux d'appareils photo. Donc, ils sortent un appareil photo, ils le font passer, ils le récupèrent, ils vérifient que l'appareil photo, il y a de la pellicule dedans, c'est important. Ils l'ouvrent, ils le referment immédiatement parce qu'il y avait une photo qui était enclenchée. On voit Ouais, d'ailleurs dans les photos ouais, qu'on a ouais. récupérées une qui est à moitié voilée. Et quatre déportés, dont mon père, sont chargés de prendre ces photos. Et on sait par le témoignage qu'a apporté Alter le nom du déporté grec, Aleko Herrera, Alex, qui est celui qui a appuyé sur l'appareil. Ensuite, ils ont fait passer la pellicule par la résistance du camp vers l'extérieur, et cette pellicule a été récupérée par la résistance polonaise. Et je dois dire que pendant longtemps, à la Libération, mon père n'a pas su ce qu'étaient devenues ces photos, parce qu'elles sont devenues célèbres plusieurs années après. Je dirais immédiatement après, on ne parlait pas des photos, ce qui fait que dans son Mm. livre, les photos, il n'en parle pas ou quasiment pas. Mais il faut savoir que, je dirais, tout ce qui a été, je dirais, ce moment extrêmement fort et extrêmement héroïque et courageux de la part de ces quatre déportés juifs, polonais, tchèques et grecs qui ont participé à cette prise de photo. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le nom d'Alberto d'Aleco Herrera circulait depuis déjà plusieurs années, mais que le témoignage de ton papa confirme cette réalité, que ton papa confirme également la structure par nation, peut-être les Sonderkommando, les Grecs, les Polonais, enfin voilà, dans le témoignage de Marcel Nadjari, lui, il parle des Grecs qui ont moins bougé à ce moment-là, c'est très intéressant d'ailleurs de croiser les deux. Et justement, pour terminer sur ce terrain-là et basculer sur l'autre question que je voulais te poser, c'est que à ce moment-là où les choses sont très complexes sur le site de Birkenau, c'est ces quatre clichés qui ont généré des débats très vifs entre Didier Huberman et Lanzmann il y a quelques années sur ce qu'on avait le droit de montrer, pas montrer, sont quand même, et je le rappelle aussi à ceux et celles qui nous écoutent aussi, aujourd'hui, une source absolument exceptionnelle, c'est qu'il y a un paradoxe à Auschwitz. Il y a 1 100 000 morts sur le site d'Auschwitz et il y a deux photos de cadavres, qui sont celles-là. Voilà. On a des photos de la libération de l'armée rouge qui trouve des cadavres, mais deux photos de cadavres. Donc ce témoignage photographique, il est essentiel. Et que ton père ait pu y participer, c'est quand même quelque chose de Oui, très impressionnant. Oui. si tu me permets, Alexandre, Ouais, je vas-y, vas-y, voudrais je t'en prie. ajouter une autre idée. Oui. C'est que parfois, on est nous-mêmes déformés par ce que l'on voit des photos qui nous sont présentées. Parce que toutes les autres photos qui proviennent d'Auschwitz,
ce sont des photos prises par les nazis eux-mêmes. C'est ça, c'est Et les fameuses photos souvent, Lily Jacob, là. Ouais, tout à et fait. Ouais. souvent mise en scène. Donc, à ce moment-là, Ouais. on ne voit pas les gens résister ou s'opposer parce que Mhm. ils sont entourés de mitraillettes et de gens prêts à leur tirer dessus immédiatement. Donc, on se Mhm. dit, ben oui, ils ne bougent pas, ils regardent, ils ont l'air de pas comprendre. Non, non, c'est du montage. Ce n'est pas les seules vraies photos, je dirais, du drame. Ce sont effectivement les photos prises par le groupe de déportés C'est du ça. Sonderkommando. Et Et c'est en tu as ce raison sens de... qu'elle rentre dans cette catégorie de sources qu'on considère comme étant des sources de résistance, aussi bien les rouleaux d'Auschwitz, comme on les appelle, que ces photos, qui permettent d'avoir la preuve du crime, enfin d'attester de la réalité de ce qui s'est produit, sans quoi les photos prises par la SS donnent une vision totalement différente. Donc papa a une autre particularité, c'est qu'il a non seulement survécu de la fin du mois de mars 42 à cette époque qui est terrible, qui est celle des exterminations massives des Juifs d'Europe, et en particulier des Juifs hongrois, mais qu'il a survécu également à ce qu'on appelle les marches de la mort. C'est-à-dire qu'il est présent sur le site de Birkenau, là aussi c'est une trajectoire absolument exceptionnelle, arrivé par le convoi numéro 1 et reparti à pied par les marches qui s'enclenchent entre le 17 et 18 janvier 1945, qui propulsent 58 000 personnes sur les routes de l'ouest de la Pologne contemporaine. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là et qu'est-ce qui fait qu'il a pu passer à travers ces marches qui ont coûté la vie à près Alors, de 15 000 personnes? c'est un point effectivement important. Les quelques membres du Sonderkommando qui étaient survivants, parce que je rappelle qu'à ce moment-là, depuis le mois de novembre, les Allemands avaient décidé d'arrêter de faire fonctionner Mhm, tout à les fait. crématoires et les chambres à gaz. Ils faisaient détruire ceux qui existaient par les membres Par du les Sonderkommando. Sonderkommando, mais Mhm. ils les tuaient régulièrement parce qu'ils n'avaient plus besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, au moment où les Allemands décident d'emmener les déportés vers l'ouest pour échapper aux Soviétiques, lui et quelques membres de Sonderkommando se disent la chose suivante: si on reste dans le camp, là où on nous fait travailler pour démolir, euh, on, on est à la merci que l'on nous tue parce que d'ici quelques jours, ils n'auront plus besoin de nous. Et donc, on est à la merci des nazis. Donc, ils décident de se fondre dans la masse des déportés qui sont emmenés à l'extérieur. Et ils se cachent en quelque sorte dans la colonne de la marche, alors qu'ils n'étaient pas destinés à y être. Et la chance qu'a eu mon père, c'est qu'à un moment donné, à peu près 50 kilomètres à l'ouest d'Auschwitz, il y a à un moment donné un incident sur le parcours de la marche qui était terrible parce que les Allemands abattaient les déportés qui n'arrivaient pas à avancer assez rapidement à leur goût. Et ils se réfugient dans une ferme qui était située à pas très loin, qu'ils voyaient. Il y avait de la lumière, il y avait des meules de foin donc où ils ont pu se cacher. Et ils se cachent là pendant plusieurs semaines et ils sont aidés par une fermière polonaise qui leur apporte à manger le soir. Alors ça, si tu veux, on en a parlé ensemble déjà, mais c'est un fait exceptionnel parce que cette fermière, mon père l'a revue en 1985. Il a été invité par la direction du musée d'Auschwitz à venir témoigner, à venir leur raconter dans le détail toute une série de choses. Et il raconte comment cette femme les a sauvés, lui et son camarade. Et les Polonais décident d'aller à la recherche de cette dame. Ils vont dans le village dont mon père a parlé, ils ne la trouvent pas. Mais des gens leur disent, oui, on connaît, c'est quelqu'un qui est en vie, mais elle est dans un village à côté. Ils la retrouvent. Ils l'interrogent pour lui demander à elle sa version de ce qu'elle se souvenait de ce fait de 45. Elle leur raconte une version qui est conforme à celle de mon père. Et à ce moment-là, ils les mettent face à face, tous les deux, ils se retrouvent. Et j'ai des photos des retrouvailles entre cette fermière et mon père. Et je dois dire à nos amis canadiens qu'il s'est passé aujourd'hui quelque chose. Ce matin, de bonne heure, je reçois un coup de fil de Pologne. L'historien israélien qui était chargé d'instruire le dossier de nomination de juste parmi les nations de cette dame, décision qui a été prise,
est allé à la recherche des descendants de cette femme parce qu'elle est morte malheureusement depuis 20 ans. Et pour que le titre de juste puisse lui être accordé, il faut qu'il y ait des descendants vivants qui puissent attester des choses et signer. Et il venait de retrouver le fils et le petit-fils. Et donc j'ai pu m'entretenir quelques instants avec ces deux personnes. Et ce que j'ai appris, c'est donc que le titre de juste parmi les nations va lui être officiellement décerné post-mortem. Voilà. C'est une belle histoire et c'est vrai que ce que nos auditeurs savent peut-être pas, c'est que le fait même de cacher un juif en fuite dans la Pologne de la Seconde Guerre mondiale, là on était déjà plus en Pologne, c'était la zone annexée au Reich, mais dans la Pologne du gouvernement général c'était la même chose, c'était immédiatement passible de la peine de mort. Donc une femme polonaise accepte deux fuyards de ces marches que tout le monde dans le coin connaissait, hein. C'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai en tête le témoignage de Roger Perelman, à l'un des oncles de Annette Vivorka, qui lui n'avait pas eu la même chance et qui avait été d'abord livré par une Polonaise chez qui il s'était caché dans un premier temps. Sur ce point, je vois le temps passer et je vois les minutes défiler et je me dis que sur cette question du témoignage justement et de ce moment où ton papa retrouve cette femme en 85, entre 45 quand il est rentré en France, en passant par Reims et 85, il a toujours eu cette envie de raconter. Enfin, il a eu très tôt cette envie de raconter ce qu'il avait vécu. Et je pense que pour une des particularités également de ce livre, et je tiens à souligner l'excellent travail d'Alban Perrin, l'historien qui a travaillé sur le sujet également pour le contextualiser et le rendre accessible aux lecteurs, il y a un point que je trouve très important, c'est celui de sa participation aux commissions d'enquête que les soviétiques et les polonais mettent sur place très tôt, dès l'hiver 45, et avant qu'il ne rentre en France au printemps suivant, il a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de laisser par écrit, je pense à d'autres hommes de commando comme Shlama Dragon, par exemple, qui a fait la même chose, et peut-être rappeler pourquoi ce moment-là est important dans la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce qui s'est passé à Auschwitz, et qu'est-ce qu'il révèle de la personnalité de ton papa, si on peut en quelques minutes. Oui, bien sûr, je dois dire d'ailleurs pour répondre à cette question que de par sa formation initiale, mon père n'avait jamais fait d'études en Pologne. Mhm. Ça n'était pas quelqu'un, je dirais, de formation intellectuelle, universitaire. Il n'avait jamais écrit avant. Mais je crois qu'il y a une chose qui a été moteur pour lui, c'est le besoin de témoigner. Et en tant que militant, ayant une formation militante clandestine en Pologne et en Espagne, je dirais, il a appris à enregistrer un maximum d'informations précises sans avoir besoin d'écrire sur un papier pour ne Mhm. pas laisser de traces éventuelles. Et tu as raison, témoigné, mais son premier témoignage, c'est en avril 45 en Pologne, à Mhm. Cracovie, Très tôt, très tôt. même avant la fin de la guerre. Mhm. Puis ensuite, c'est auprès d'une commission hongroise, dans un train, parce qu'il avait été chargé par les soviétiques de rapatrier les juifs hongrois et roumains qui voulaient rentrer chez eux. Donc il a fait 3 voyages en train d'encadrant, de quasi commissaire politique avec ces juifs qui rentraient dans leur pays. Et puis ensuite, arrivant en France, il a été auditionné à Reims par la commission officielle du gouvernement français. Donc, la volonté de témoigner était, était forte chez lui dès le début. Et quand il est arrivé à Paris, qu'il s'est commencé sa vie civile, il a écrit ces fameux cahiers qu'on a retrouvés et que l'on a traduits et contextualisés. Donc, sa volonté de témoigner était aussi forte que sa volonté de ne pas me raconter à moi son fils. Parce que Mhm. nos parents, les parents déportés, faisaient tout pour que les enfants, je dirais, voilà, vivent le plus heureux possible, le moins, je dirais, dans le souvenir de cette histoire dramatique de leur famille. En gros, moi, mes parents me disaient, t'occupe pas, on a souffert, voilà, c'est terminé, ça n'arrivera plus jamais. Donc, ils étaient persuadés que tout ça était derrière et qu'il fallait nous aider, nous, je dirais, à vivre le plus heureux possible.
Et donc, d'un côté, il y avait la volonté de raconter, de témoigner. Il parlait beaucoup avec ses copains, avec les membres de sa famille, avec ma maman. Et de l'autre côté, moi, il ne me racontait rien en direct. Mais Mhm. j'entendais. Et j'entendais ce qu'il se disait en yiddish. Et je comprends le yiddish. Je parlais même, quand j'étais gamin, mieux yiddish que français. Et puis, il y a des moments où il se mettait à parler une autre langue pour que je ne comprenne pas. Et là, il se mettait à parler en polonais. Et ça, je savais que c'était des choses qu'il ne fallait pas que je comprenne. Et c'est comme ça, si vous voulez, que tu vois, que j'ai entendu toutes les choses. J'ai été en quelque sorte comme une sorte d'éponge qui Mhm. absorbe des informations. Je les garde en mémoire, en tête. Je suis gamin, je ne sais pas quoi en faire, je ne comprends pas tout, mais ça reste. Et j'ai la chance que ces souvenirs soient restés dans ma mémoire et que je ne les ai pas enfouis, fait disparaître non, je les ai conservées et je les ai comprises bien plus tard. Bien. Alors, une toute dernière question, parce que je pense qu'on ait un petit moment d'échange avec les auditeurs, ça serait bien. S'il y a des questions, ne pas hésiter à les poser. Mais j'ai une toute dernière question qui va se couper en deux. C'est de savoir pourquoi, alors que ce témoignage a été écrit dès 45-46, et que tu avais toi aussi capté un certain nombre d'informations, il ne nous est parvenu, et quand je dis nous, je m'englobe dedans en tant qu'historien, si tard. C'est pas un reproche du tout, mais c'est une question que je trouve importante. Pourquoi cela? Est-ce que tu peux rappeler aux gens pourquoi ça a été édité aussi tard? Et la deuxième chose, et elle t'est destinée davantage à toi, qui depuis plus d'un an maintenant, quasiment chronologiquement, quand le livre est paru en janvier 2025, arpente la France, l'étranger, rencontre beaucoup de monde. En quoi ce moment-là, très particulier, te mobilise, te meut, c'est-à-dire, moi je te vois, et je le dis entre nous, on n'est pas très nombreux, depuis des semaines, des mois, aller au-devant des lecteurs, du public, etc. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce moment-là, toi qui avais cette histoire en mémoire depuis longtemps, si tu me permets cette question un peu personnelle, entre nous, Mhm. voilà. Bien sûr, la première partie, la première question que tu poses, elle est très importante parce que pendant longtemps, je n'ai pas compris, moi non plus. Je n'ai pas compris pourquoi tout ça est resté dans une boîte à chaussures, que ce que je n'ai pas compris, si tu veux, c'est pourquoi les organisations issues de la résistance, qui mettaient en avant un certain nombre de déportés, d'histoires de déportation, d'histoires héroïques d'ailleurs, Mhm, mhm, mhm. toutes les plus fortes les unes que les autres, ont laissé mon père sur le bord du chemin, alors que finalement, il était un des seuls survivants du premier convoi et qu'il était un des seuls survivants des Sonderkommando et qu'il y a Ouais. été pendant 18 mois. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à lui qui souhaitait témoigner, dont on savait qu'il avait écrit des textes? Pourquoi ne faisons-t-on pas appel à lui pour raconter? Et là, je pense que en y réfléchissant, y compris dans les organisations issues de la guerre et de la résistance, on préférait d'autres récits que le sien. Euh, Mhm, Chacun des grands partis politiques français avait sa manière de raconter la guerre. Et puis je crois qu'il y avait un petit quelque chose en plus qui fait qu'on l'a éloigné. C'est cette histoire des Sonderkommando. En gros, l'idée c'était que les Sonderkommando devaient mourir. Pourquoi quelques-uns d'entre eux n'ont pas été exécutés? Comment s'en est-il sorti? Est-ce qu'il n'y avait pas eu de la part des survivants des Sonderkommando des actes, je dirais, au service des nazis? Est-ce qu'ils avaient été totalement clean? D'autant plus que, si tu veux, le mot Sonderkommando était utilisé après la guerre pour parler de différentes situations, mhm. je Totalement dirais, différente. totalement différentes les unes des autres. Mhm, Les Sonderkommando, c'est aussi les commandos de volontaires ukrainiens et polonais qui se sont mis mhm, au service de l'armée allemande dès 40-41 dans sa progression vers l'Est et qui ont participé aux Einsatzgruppen, euh, mhm, à la Shoah par balle, par exemple. mhm. Donc le mot Sonderkommando évoquait un certain nombre de situations.
Simplement, on oubliait de dire que concernant Auschwitz-Birkenau, ça n'était pas des volontaires, ça n'était pas des gens qui avaient choisi, c'était des déportés qu'on avait affectés obligatoirement à cette tâche, et si tu ne la Mhm. faisais pas, tu te faisais exécuter tout de suite. Mhm. Donc voilà, donc je crois que c'est pour cela que ces documents, il les a enfermés dans une boîte à chaussures qui est restée fermée. Et elle est restée fermée devant moi, je la connaissais pendant des années, des années et des années. Et moi, à un moment donné, pour te dire vrai, je n'ai pas osé l'ouvrir. J'ai eu peur, moi aussi, de ce que j'apprendrais dedans. J'ai eu Mhm. peur d'apprendre des choses encore plus horribles ou encore plus terribles que celles que je connaissais. Mhm. J'avais peur d'apprendre des choses sur la déportation de ma maman. Il y avait autour d'elle des femmes qui avaient subi les expérimentations médicales du docteur Mengele. Les viols étaient monnaie courante. Est-ce que ma mère aurait subi ce type de situation? Voilà, je ne savais pas, je ne Je voulais voulais pas pas. savoir. Donc, Mhm. donc j'ai laissé les choses fermées pendant des années et Pendant des des années. années, jusqu'au jour où, en 2005, euh, je me suis dit, à partir d'un événement très particulier, voilà, je ne peux plus rester comme ça, je dois l'ouvrir. C'est ma mission, il faut que je le fasse. Et c'est à ce moment-là que je l'ai fait en 2005. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est resté euh, pendant des années comme ça, mais mon père aurait tellement préféré pouvoir s'exprimer. Oui. Il n'était pas homme à chercher les honneurs, tu vois. Mhm. Il ne cherchait pas à se mettre en avant. C'était un militant respectueux des décisions de son parti, de son organisation, etc. On lui disait va à gauche, il allait à gauche. On lui disait fais ci, il faisait ci. Il ne se poussait pas du col. Bon, Mhm. Mhm. sauf Ouais. qu'on ne l'a pas appelé. Et ça n'est que maintenant, finalement, que ce qu'il avait à dire à ce moment-là, on a pu, avec ce livre, je dirais, commencer à le faire connaître et à le rendre public. Et c'est en ce sens que le livre est tout à fait exceptionnel parce que c'est une sorte de victoire sur cette Oui. trajectoire compliquée qu'a été la sienne après son retour de déportation. Oui, tout Alors, à tu vois fait. que la Ouais. réponse à ta deuxième question Ouais. est évidente. Ouais. Pour moi, c'est enfin le moyen de pouvoir exprimer complètement ce que je ressentais confusément, Mhm. je ne comprenais pas complètement, que je n'arrivais pas à exprimer, y compris. Voilà. Et à un moment donné, à partir du moment où on est allé avec Alban Perrin au bout de ce travail, effectivement, le livre étant sorti, ça m'a donné le moyen d'affirmer tout cela et de pouvoir le raconter. Je crois que c'est important pour les nouvelles générations que Ouais. ce type de message puisse être transmis. Voilà, on a presque respecté le timing que vous nous aviez fixé, Kat, au départ. Et s'il y a des questions, j'en vois pas dans la barre de chat, mais peut-être qu'il y en aura à l'oral directement. Je ne sais pas comment on procède dans ces cas-là. Mais voilà, donc il me semble pas en avoir vu. On souligne ton courage, Roger. Mais s'il y a des questions plus concrètes ou plus précises sur un point qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer, n'hésitez pas à nous les poser. Au cas où, moi, j'ai ma botte secrète, j'ai encore une petite dernière question. Donc, voilà, je ne m'inquiète pas pour les 5 minutes qui nous restent à passer ensemble. Avant de vous laisser, monsieur Alas, la conclusion. On a une question, alors Lucie, vous pouvez y aller. Bonjour, merci pour la conférence, c'est très très intéressant. Vous avez évoqué le silence de votre papa et puis vous, à distance, oh je m'excuse, vous, à distance, vous avez pris du temps pour mettre en lumière les écrits de votre papa. Moi, je voudrais connaître l'incidence, parce qu'on parle beaucoup sur l'impact, oh je m'excuse, l'impact que ça a eu sur les enfants des gens déportés. Mais vous, quel impact ça a eu? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que ça a eu un impact également, tout ce silence sur votre vie? Je m'excuse, je suis au travail en même temps. Alors, je dirais que je crois que moi, je m'en suis sorti par le choix que j'ai fait je dirais, de continuer l'action politique de mon père. Si vous voulez, je me suis à mon tour, gamin, engagé dans les mouvements de jeunesse, étudiant, dans l'action politique. J'ai été élu
maire, conseiller régional. euh, voilà, je me suis engagé dans l'action sociale et dans un premier temps, ça m'a aidé à prendre ma place dans la société française. Euh, j'ai fait mes études, j'ai eu des activités professionnelles, je dirais plus riches les unes que les autres, passionnantes, qui avaient du sens. Mais à un moment donné, j'ai senti le besoin, je dirais, de répondre aux premières questions que me posaient mes enfants, les aînés, si vous voulez, ou bien ma belle famille, qui me posait des questions sur l'histoire de mes parents. Si vous voulez, ce que je réfute comme image, non pas qu'elle n'existe pas, je sais qu'elle existe et malheureusement, je sais que beaucoup d'enfants de déportés souffrent dans leur chair et dans leur âme. Mais moi, je revendique le fait d'avoir eu une enfance heureuse. Mes parents m'ont aidé à me construire positivement, à voir le monde positivement, à aller de l'avant, à avoir confiance. Et c'est ce qui m'a structuré et c'est ce qui m'a aidé. Maintenant, il y a un moment où effectivement, il faut reprendre toute cette histoire et la transmettre. Et si vous voulez, ça, je m'en suis rendu compte à l'occasion d'un incident que je vais vous conter parce que tout à l'heure, il a été dit par Adam que j'avais été directeur général de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Si vous connaissez l'histoire de l'OSE en France et internationale, l'OSE est une association née en Russie en 1912, il y a fort longtemps, mais pendant la guerre, elle a sauvé des milliers d'enfants juifs. Et elle a accueilli en 1945 426 enfants juifs, hongrois et polonais orphelins que les Américains ont retrouvés dans le camp de Buchenwald. Parmi eux, Elie Wiesel. Parmi eux, celui qui est devenu le grand rabbin d'Israël, Meyerlo. Et moi, je rencontrais tous les lundis matins, à partir de 2003, les survivants qui vivaient en France, qui se réunissaient tous les lundis, et je discutais avec eux de tout, de rien. On parlait en français, en yiddish, ils me racontaient leur vie en Pologne. Euh, et puis un jour, ils sont invités par les autorités allemandes en, à assister en avril 2005 aux commémorations de la libération de Buchenwald, et ils me demandent de les accompagner. J'y vais avec eux, il y a une journée euh, invraisemblable, incroyable. Et à la fin, il y a un grand rassemblement, les autorités allemandes prennent la parole, donnent la parole à Jorge Semprún, le ministre espagnol de la Culture, qui lui-même avait été déporté à Buchenwald parce qu'il avait été résistant en France, et il présidait l'association des déportés de Buchenwald, et Jorge Semprún prend la parole et dit, en résumé, bientôt nous ne serons plus là, bientôt nous ne serons plus de ce monde, bientôt nous ne pourrons plus témoigner, et qui à ce moment-là parlera pour nous? Qui racontera? Et à ce moment-là, il y a un des membres de la délégation française, le jeune David Perlmutter, qui avait été retrouvé à 7 ans à Buchenwald, qui se dresse en hurlant et en disant, nous serons toujours vivants, nous serons toujours là, on ne nous fera pas taire. C'est un incident terrible, si vous voulez, dans cette salle avec 2000 personnes, tout le monde était transi. Et moi, ça m'a marqué. Et je rentre chez moi et quelques jours après, je travaillais à la maison le soir sur mon ordinateur et je pensais à cette scène et je me dis, oui, c'est vrai, mes parents ne sont plus là, ne sont plus de ce monde, beaucoup ne sont plus là. J'ai apporté deux mains, je lève ma main, et la boîte, la chaussure, elle était là. Il faut que je l'ouvre. Il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'ai enfin décidé à ouvrir cette boîte. Alors, les incidences sur mes enfants. Dans un premier temps, je vais vous dire très franchement, ils m'ont dit non, non, fais-le traduire pour nous, pour qu'on le garde dans la famille, qu'on sache, etc. Mais ça va te faire du mal de rendre public tout ça, ça va te... Je crois qu'ils avaient peur pour moi, ils avaient peur pour eux aussi.
d'être mis, je dirais, sur le devant de la scène. Et dans un premier temps, ils me disent non, ne le fais pas. Et puis petit à petit, j'avance, je les tiens au courant, je leur montre les textes et tout. Et je peux vous dire que depuis que le livre a été terminé, qu'il a été publié, il y a une fierté qui s'est emparée d'eux et ils se sont emparés de cette histoire. Et c'est devenu quelque chose qui, euh, qui fait famille, si vous voulez. Et je dirais qu'il fait d'autant plus famille que je me suis remarié maintenant bien longtemps avec une femme dont je vous disais qu'elle n'était pas de tradition ashkénaze. Et mes petits-enfants, issus de la fille de ma femme, euh, qui n'étaient pas dans cette tradition eux-mêmes, je dirais, se sont emparés de l'histoire de mon père et c'est devenu leur histoire à eux. Alors voilà, si vous voulez, y compris dans ma famille, ça a eu un rôle extrêmement important pour unifier tout le monde autour de l'histoire de la Shoah et de l'histoire de mon père en particulier. Merci beaucoup, Roger. Merci Merci. beaucoup pour cet échange. J'ai une petite précision. L'histoire d'Alters, dont je vous recommande vraiment la lecture, sera publiée également dans une version bande dessinée à la fin du mois de mars prochain et dans une version destinée plutôt aux scolaires, en version poche également au printemps prochain. Il est déjà traduit au moins en italien, prochainement dans d'autres langues. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui fait date et qui est très important dans ce corpus qui était déjà conséquent de sources. En tout cas, merci pour cet échange, Roger. C'était un vrai Merci à plaisir. vous. Merci, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'être venus aujourd'hui, ainsi que les gens qui nous sont joints et nos invités, Roger et Alexandre. Merci, Roger, de votre courage d'avoir ouvert cette boîte. Et on a aussi eu cette mise à jour très, très importante d'aujourd'hui concernant la dame polonaise qui a reçu votre père. Euh, Vous l'avez eu en scoop aujourd'hui. c'est ce qui veut dire que les histoires du Shoah sont toujours en train de se dérouler, Ouais, Tout n'est-ce à pas? fait, absolument, toujours. vous avez parfaitement raison. Yeah. Alors, cet événement n'aurait pas été possible sans nos partenaires, la Bibliothèque publique juive de Montréal et les éditions Seuil. Merci à vous deux. Si vous souhaitez savoir plus sur l'Holocauste et son héritage, nous vous invitons à rester en contact. Et en 2027, notre musée ouvrira les portes de son nouveau bâtiment au centre-ville de Montréal. Et d'ici là, nous continuons à travailler pour vous offrir d'autres événements comme celui-ci. Bonne fin de Merci Merci journée. beaucoup en et tout bonne cas. Au chance pour plaisir. l'ouverture du nouveau bâtiment. Merci.